Ma fille m'a appelé à 3 heures du matin parce que cet homme avait amené une autre femme dans son lit sans se soucier du fait qu'elle, ma fille, était dans la chambre à côté, à tout entendre. J'étais une infirmière accomplie, discrète. Je n'avais jamais rien demandé de plus à Fabrice, seulement qu'il respecte la petite. Et lui me regardait, depuis le canapé du salon, m'embrassait le front avant mes nuits de garde, me demandait de l'argent pour les dépenses de Laïla. Et je signais tous les papiers qu'il m'apportait parce que j'avais confiance, parce que je croyais qu'on avait un accord. Laïla respirait fort dans le téléphone, chuchotait que la femme était là, qu'elle entendait des sons qu'une enfant de 6 ans ne devrait jamais entendre. Et pendant qu'on parlait de dessins animés et de poupées, parce que c'est comme ça qu'on console un enfant qui vient d'être trahi, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Fabrice ne m'avait jamais aimée. J'étais la structure qui maintenait sa vie en état de marche pendant qu'il jouait à l'irresponsable. Mon silence était la ressource qu'il exploitait. Et à l'aube, quand ma fille ne trouvait pas ses mots, j'ai trouvé les miens, simples, directs, définitifs. À 7h43 du matin, j'ai sonné à la porte. Il a ouvert encore endormi. Il s'est réveillé en voyant mon visage. Après ce regard à la porte, je ne suis pas partie. J'aurais dû partir. Mais Laïla dormait encore dans sa chambre et je devais récupérer ma fille, lui donner son bain, l'emmener à l'école. Fabrice s'est habillé vite, avec cette nervosité que je connaissais bien, la même qu'il avait quand il mentait à mon père pour de l'argent, la même qu'il avait quand il promettait de rester à la maison et disparaissait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je savais qu'il savait que je savais. Et il a simplement continué à vivre comme si rien ne s'était passé. Dans les jours qui ont suivi, Fabrice a commencé à utiliser Laïla comme intermédiaire. Il venait me chercher à la sortie de l'hôpital avec la petite endormie sur la banquette arrière, me demander si je pouvais acheter ses vêtements parce qu'il était à court. J'achetais. Puis il a demandé à ce que je paie le loyer ce mois-là parce qu'il attendait une commission. Je payais. Puis la dentiste, puis l'école privée qu'il avait promise à Laïla. Chaque fois que je disais oui, je voyais le schéma se répéter. Il exploitait sa propre fille comme garantie que je continuerais à payer. Et le pire, c'est qu'il le savait. Il savait que je savais, et il le faisait quand même, parce que pour Fabrice, mon silence n'était pas de la bonté. C'était une faiblesse dont on pouvait tirer profit. Je notais tout, je gardais les reçus, les horaires, les appels qu'il disait qu'il passerait et ne passait pas. Le week-end qu'il avait promis d'emmener Laïla et où il avait disparu avec cette femme à nouveau. Chaque détail est devenu un chiffre dans mon petit carnet. Celui qu'il n'a jamais vu, rangé sous mes affaires dans l'appartement. 3 mois plus tard, Fabrice s'est assis dans ma cuisine, cette cuisine dont je payais la facture d'eau. Et il a dit comme ça, sans détour, qu'il avait besoin que je continue à financer Laïla parce qu'il avait des engagements, que c'était pour le bien de la petite, que la famille se sacrifie. Il a dit que j'avais de la stabilité, que lui avait des rêves, que c'était juste que je dépense ce que je gagnais pour qu'il puisse vivre comme il le méritait. Il a dit qu'il y avait un héritage qui venait de ma mère et qu'il aimerait qu'on fasse un accord à ce sujet. Il m'a demandé si j'aurais le courage de ne pas penser à lui quand je prendrais n'importe quelle décision financière à l'avenir. Parce qu'après tout, il était le père de Laïla et elle méritait un père qui réussit, pas un qui devait mendier. Pendant qu'il parlait, j'écoutais simplement. Mon cœur battait normalement. Ma respiration restait régulière. Et à cet instant, j'ai compris que nous n'avions pas de conversation. Il révélait le jeu tout entier, confiant que je continuerais à faire ce que j'avais fait pendant des années, me sacrifier pour qu'il n'ait pas à assumer les conséquences de ses choix. J'ai fermé la porte quand ils sont partis. Fabrice avec cet avocat en costume gris qu'il s'était trouvé la 2e fois qu'il m'avait emprunté de l'argent. Ma mère avec les mains tremblantes, voulant croire qu'il ferait ce qu'il fallait si seulement j'étais suffisamment raisonnable pour comprendre les termes. Il ne restait que moi, la table, les documents et un stylo bleu qu'il avait oublié. Les papiers étaient simples, très simples. Je renonçais à tout droit sur l'héritage de ma mère. Il en garderait la moitié pour couvrir les dépenses de Laïla pour les années à venir. Il signerait en acceptant que ma fille habite avec moi, qu'il aurait droit à des visites surveillées jusqu'à ses 8 ans. Tout était très légal, très juste dans certains chiffres. J'ai pris le stylo. Ma main était sèche, ferme,
pas un tremblement. Mais alors est venue sa voix, pas sa voix à lui avec une autre femme, sa voix de l'année dernière, assis dans ce fauteuil rouge de mon salon, me disant que j'étais la femme la plus stable qu'il connaisse, qu'il avait besoin de moi, que personne d'autre ne le comprendrait comme je le comprenais. Cette même voix qui promettait qu'il ne laisserait plus jamais Laïla seule. Plus jamais. J'ai retenu le stylo, j'ai respiré, et l'image est venue, nette, Laïla sur mes genoux, à l'aube, encore en pyjama d'école, chuchotant entre les larmes qu'elle avait peur que papa ne l'aime plus parce qu'elle avait réveillé la femme, que c'était peut-être sa faute, que peut-être il ne voulait plus être père, parce qu'elle était pénible, ma fille de 6 ans, qui s'excusait d'avoir entendu son père la trahir. J'ai signé. Mais je n'ai pas signé ce papier-là. Je n'ai pas signé cet accord ridicule qui disait que l'héritage de ma mère serait la compensation pour qu'il ait maintenu sa fille en vie. J'ai posé le stylo et j'ai fait ce que j'aurais fait 3 heures plus tôt si j'avais eu le temps de réfléchir. J'ai tout photographié, j'ai envoyé à mon email, j'ai tout rangé dans un dossier crypté que j'ai créé ce soir-là. Puis j'ai appelé une amie avocate, pas cet homme en costume que Fabrice payait. Je lui ai parlé de l'appel à 3 heures du matin, des dates, de la façon dont il avait traité Laïla après, de cet accord qu'il essayait de me forcer à signer sans qu'elle sache ce qui se passait. J'ai fait ce qui devait être fait. Silence total quand j'ai déchiré les documents en petits morceaux et les ai jetés à la poubelle. Pas un bruit quand j'ai signé un autre papier, un que personne ne m'avait demandé de signer, un qui protégeait Laïla d'une façon qu'il ne pourrait jamais négocier. Le silence de la cuisine vide était si complet que je pouvais entendre mon cœur. Et il battait normalement. Je me suis réveillée le vendredi avec une légèreté que je ne reconnaissais pas. 4 heures de sommeil, le cœur qui battait de la même façon, ce battement qu'on a quand on a pris une décision qui ne peut pas être défaite. Fabrice dormait encore sur le canapé du salon. Ma mère a appelé à 8 heures pour s'excuser, disant qu'il n'était pas si mauvais, que j'avais peut-être été trop sévère dans mon refus. J'ai juste dit que j'avais besoin de réfléchir, qu'on avait encore le temps. Mensonge propre, sans tremblement. J'ai préparé le café avec les mains fermes. J'ai mis sa tasse sur la table à côté de la mienne. Il est descendu en se frottant encore les yeux, ce sourire de quelqu'un qui vient de remporter une négociation. Cet éclat de certitude. Il a demandé du sucre. Je l'ai passé. Il a bu son café vite, parlant de documents qui devaient être signés bientôt, de comment tout serait plus facile ainsi, comment il aurait enfin le temps de profiter de la vie qu'il méritait. Je me contentais d'écouter. Je souriais quand il pensait que je devais sourire. J'ai touché son épaule quand il partait au travail, comme si rien n'avait changé, comme si le masque de glace que je construisais n'était pas le béton de tout mon plan. Après que la porte a claqué, j'ai rappelé l'avocate. J'ai confirmé les prochaines étapes. Elle avait le rapport sur la façon dont il dépensait de l'argent à des endroits auxquels il n'avait pas droit, documentant chaque sortie, chaque achat qu'il attribuait aux besoins de Laïla, mais qui allait directement à cette femme. J'aurai tout ça entre les mains avant qu'il signe quoi que ce soit, avant qu'il découvre qu'il n'y avait plus rien à exploiter en moi. La semaine s'est passée comme une scène d'un film que j'avais déjà vu. Fabrice venait chercher Laïla, m'embrassait le visage comme si rien ne s'était passé, disait qu'on devait parler de l'accord parce que sa mère voulait accélérer les choses. Je répondais que oui, bien sûr, bientôt. J'évitais de le regarder trop longtemps dans les yeux parce qu'il y avait là-dedans quelque chose que je ne pouvais pas laisser fuir. Ce n'était pas de la haine, c'était pire. C'était la certitude complète qu'il avait déjà perdue. Le jeudi soir, il s'est assis dans ma cuisine à nouveau, cette cuisine que j'avais déjà bloquée de toute aide financière future de sa part. Il a pris la tasse de café que j'avais préparée et a fait la blague. Il a dit comme ça, en riant, qu'il aurait enfin la vie qu'il méritait, que c'était incroyable comme on obtient ce qu'on veut quand on arrête d'être aussi rigide avec soi-même, que j'aurais eu intérêt à comprendre ça plus tôt, que peut-être maintenant qu'il serait heureux, je réussirais à l'être aussi, parce qu'il ne serait plus un poids pour moi. J'ai souri, j'ai posé la main sur son épaule, et pour la première fois depuis des semaines,
Le masque n'a pas tremblé, parce que je savais. Il ne savait pas encore, mais moi je savais. Dans 7 jours, quand les documents arriveraient entre les mains du juge, quand l'avocate présenterait ses habitudes de dépenses, quand l'accord clandestin qu'il avait dessiné deviendrait un nœud dans sa propre gorge. Là oui, il comprendrait que la femme qu'il croyait avoir pliée était simplement quelqu'un qui avait enfin appris à être invisible suffisamment longtemps pour que tout se passe comme il le fallait. Il a fini son café. Il est parti vite parce qu'il avait un engagement. Je suis restée dans la cuisine. J'ai pris le téléphone et j'ai reçu un message de l'avocate avec une photo du document signé, celui que j'avais signé en cachette, celui qui protégeait Laïla d'une façon qu'il ne pourrait plus jamais négocier. Et dans cette image, à la fin, il y avait cette date, la même nuit qu'il avait cru avoir gagnée. Dîner d'anniversaire de sa tante. 23 personnes autour de la grande table en bois que Fabrice avait toujours voulu dans son salon. Et je faisais semblant de ne pas savoir qu'il utilisait mon compte bancaire pour payer les mensualités. Il était là, debout, racontant une histoire sur un client important qu'il avait conquis ce mois-là, riant trop fort, ce rire de quelqu'un qui croit qu'il a encore le contrôle total. Ma mère s'est assise à côté de moi et a chuchoté qu'il semblait plus heureux, que peut-être tout s'arrangerait au bout du compte, que les familles arrivent à se reconstruire si on fait un effort. Je continuais simplement à couper le poulet, lentement, à mâcher chaque morceau, comme si c'était l'acte le plus important du monde parce que mon visage ne pouvait pas faillir. Pas là, pas à ce moment-là. Laïla courait dans la cuisine en jouant avec les cousins. Cette petite fille qui 3 semaines auparavant se réveillait encore en criant pour s'excuser d'avoir existé dans le mauvais appartement cette nuit-là. Et Fabrice passait la main dans ses cheveux quand il allait chercher de l'eau, ce geste possessif qu'il avait, cette certitude qu'il possédait encore quelque chose. Après le gâteau, il s'est assis à côté de moi. Le café est arrivé dans de petites tasses chaudes. Il a souri de cette façon qui fait croire aux gens autour qu'on est la chose la plus vraie qui soit. Il a murmuré qu'il devait me parler après, qu'il y a un nouvel avocat dans son cabinet et que ce serait bien qu'on règle l'accord rapidement. Comme ça, Laïla aurait une stabilité garantie. J'ai senti ma gorge se dessécher, juste un instant. Puis j'ai respiré profondément et j'ai demandé quelle était la hâte. Il a dit que ce n'était pas de la hâte, c'était simplement de la prudence, qu'il voulait s'assurer que la petite ait tout ce qu'elle mérite, qu'un accord signé rapidement serait peut-être le mieux pour tous les deux. Mon cœur s'est accéléré, mais ma voix est sortie pareille, exactement pareille. J'ai dit que bien sûr que c'était une idée intelligente, qu'on pourrait y réfléchir bientôt. À cet instant, je savais, il n'avait pas encore reçu la première notification du juge. La procédure était secrète, gardée dans un dossier numérique qu'il ne trouverait jamais. Mais s'il amenait un nouvel avocat, s'il précipitait les choses, c'est parce que sa patience avait une date limite. Et je devais m'assurer que Laïla était déjà protégée avant qu'il réalise que ce stylo, qu'il croyait que je n'avais pas utilisé ce soir-là, avait signé un papier bien plus important qu'il ne l'avait jamais supposé. Il a fini le café. Il a demandé l'addition. Personne n'a soupçonné quoi que ce soit. Et quand nous sommes rentrés, Fabrice est allé directement dans la chambre vérifier son téléphone. Je suis restée dans le salon à prendre mon sac. À l'intérieur se trouvait l'email reçu ce matin-là. Celui qui disait que la première procédure était programmée, que les documents seraient entre les mains du juge dans 5 jours ouvrables, que tout ce qu'il avait dépensé de façon irrégulière serait documenté, que son arrogance avait une date d'expiration bien définie. J'ai rangé le téléphone. J'ai souri pour moi-même, parce qu'il croyait encore qu'on avait le temps. Il croyait encore qu'il contrôlait le jeu. Le mardi matin, Fabrice s'est réveillé tôt, de cette façon qu'il a quand il veut paraître travailleur. Il avait une réunion importante, a-t-il dit, avec un client qui pourrait conclure un grand partenariat. Ça allait rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup. Il allait voyager à Lyon et rentrerait en fin de semaine. Il a demandé de l'argent pour le billet. Je lui en ai donné, parce que faire le contraire maintenant, c'était paraître suspecte. Et les suspects ne gagnent pas quand le jeu se termine enfin. Il est allé à la salle de bain prendre sa douche. Il a laissé la valise ouverte sur le lit, cette valise de voyage marron qu'il considère comme chic. Et pendant que j'entends la douche,
son corps protégé par l'eau chaude. Je vois sur la table de nuit le fameux nouvel avocat. Carte noire, lettre en relief, spécialisée en droit de la famille, et une note écrite à la main au dos. Réunion confirmée jeudi prochain avec S pour régler l'accord. S. Sandrine. Moi, il avait déjà fixé le rendez-vous. Il avait tout planifié. Il avait choisi le chemin qu'il allait essayer de me forcer à suivre. J'ai pris une photo de la carte, pas avec de la haine, avec la clarté de quelqu'un qui voit une pièce se mettre exactement là où elle doit être pour s'effondrer. J'ai envoyé à l'avocate, j'ai écrit en majuscule. Il vient de fixer une réunion avec son avocat. À partir de jeudi maintenant. La réponse est venue en quelques secondes. 3 mots. On avance tout. J'ai rangé le téléphone. J'ai remis la carte exactement dans la position où elle était. Je suis sortie de la chambre. Et quand Fabrice est sorti de la douche, les cheveux mouillés, la serviette à la taille, cet éclat de certitude encore dans les yeux, j'étais dans la cuisine à préparer son petit déjeuner, comme si cette photo ne venait pas d'annuler chacun de ses plans. Il a mangé assis à la table. Il a parlé de la réunion, de comment tout allait s'arranger, de comment il aurait bientôt la vie qu'il méritait. Et moi, j'ai simplement écouté. J'ai servi plus de jus. J'ai proposé du pain. J'ai gravé chaque détail dans ma mémoire, comme quelqu'un qui sait que c'est le dernier repas, partagé avant que le silence commence vraiment. Parce que dans 5 jours, quand l'appel arriverait, quand les documents seraient remis, quand il réaliserait que cette femme, qu'il croyait faible, avait toujours eu un temps d'avance, là il n'y aurait plus de café, plus de main sur l'épaule, plus cette illusion qu'on était encore dans une sorte d'accord. Il laisserait la tasse vide sur la table, et je ne la ramènerai pas. Fabrice est rentré du voyage le vendredi à 18h47. J'ai vu l'heure sur mon téléphone quand il est entré. Et cette précision est importante parce qu'après, vous comprendrez ce que ça signifie d'être si près de la fin qu'on commence à compter en secondes. Il avait cet éclat dans les yeux, ce sourire de quelqu'un qui croit qu'il gagne encore, qu'il contrôle encore l'échiquier, que la réunion à Lyon s'était bien passée et que maintenant ce serait une question de temps avant de commencer la vie qu'il méritait. Laïla a couru vers lui pour le serrer dans ses bras, et il l'a prise dans ses bras avec cette facilité qu'il seul avait, celle qui faisait croire à ma mère qu'il était un bon père. J'étais dans la cuisine. Je regardais simplement. J'attendais. Il a laissé la valise sur le canapé et est allé directement dans la chambre. Cette façon pressée qu'il a toujours, celle qui signifie que quelque chose le rend trop pressé ou trop arrogant pour simplement se reposer. 15 minutes. Suffisamment pour lui permettre d'ouvrir l'ordinateur, vérifier les emails, prendre une douche rapide. Suffisamment pour que son téléphone sonne pendant qu'il était sous l'eau chaude. Je l'ai entendu de l'autre côté de la porte. Le son était étouffé, mais je reconnaissais ce ton, la secrétaire de son cabinet, de cette façon qu'elle parle quand il y a quelque chose qui ne devrait pas y être. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie. Puis je suis retournée dans la cuisine et j'ai fait semblant de préparer le dîner. Les mains au bon endroit, le sourire au bon endroit. Cette femme qui ne savait rien. Il est sorti de la douche avec le téléphone dans la main. Mouillé, enveloppé dans une serviette, cette façon négligente que seul un homme qui se croit invulnérable peut avoir. Il a regardé l'écran. Son visage a changé. Pas beaucoup. Une fraction de seconde. Mais je vois ces fractions depuis des années. Il m'a demandé, là dans l'encadrement de la salle de bain, avec ce ton qui glace, « Tu as reçu quelque chose du courrier cette semaine ?» Mon cœur s'est accéléré, mais ma voix est sortie pareille, complètement pareille. J'ai demandé quel genre de choses. Il a dit n'importe quoi, n'importe quelle correspondance officielle, n'importe quel papier arrivé avec mon nom. J'ai répondu que non, que la boîte aux lettres était vide chaque fois que j'avais regardé. Et pourquoi? Il a juste souri de cette façon qu'il a quand il ment, mais il a laissé passer. Il est retourné dans la chambre et a fermé la porte avec ce claquement sourd qui signifie une tension contenue. Je suis restée dans la cuisine à écouter le silence lourd. Parce que je savais, il avait appelé cette femme à Lyon et elle avait dit quelque chose qui avait fait battre son cœur différemment. Il avait vérifié les chiffres du cabinet, peut-être vu quelque chose qui le mettait en alerte, ou simplement l'intuition que quelque chose ne fonctionnait plus comme avant.
Mais il n'avait pas encore vu le papier. Il n'avait pas encore compris. Et j'avais besoin qu'il comprenne avant de pouvoir réagir. Le samedi matin, c'est sa mère qui a appelé. Pas un message, pas un email. C'était cet appel qui venait avec de l'urgence. Avec ce ton que vous connaissez depuis petite fille, quand ça signifiait que quelqu'un avait découvert quelque chose. Elle a demandé à parler à Fabrice. Il était dans le salon, faisant semblant de lire le journal. Ce journal qu'il ouvre, mais dont il ne tourne jamais les pages. Je l'ai appelé. Il a répondu avec ce sourire qui disparaissait à mesure qu'il écoutait. La couleur quittait son visage en temps réel, comme une vidéo qui se rembobine, comme quelqu'un qui réalise que le sol avait disparu 5 pas en arrière. Sa mère avait vu une notification bizarre sur le compte bancaire. Quelqu'un avait fait un virement. Ce n'était pas pour lui, c'était pour un tiers. Elle a dit que le conseiller avait mentionné qu'il y avait une ordonnance très récente suspendant certains accès, qu'il y avait une procédure en cours. Une procédure que personne n'avait mentionnée à personne. Fabrice m'a regardé pendant qu'elle parlait, de cette façon qu'on regarde quelqu'un quand on réalise que cette personne savait quelque chose et avait tout fait pour qu'on ne le découvre pas. Je continuais simplement à couper la pomme pour Laïla, sans tremblement, sans hâte, comme quelqu'un qui sait que le temps travaille maintenant en sa faveur. Quand il a raccroché, il a demandé fort, dans le salon, devant Laïla, d'une façon qui m'a fait peur, parce que c'était cette voix que j'entends quand il réalise qu'il a perdu. Tu as fait quelque chose. Fais quoi? Ai-je répondu. Tu as fait quelque chose avec des papiers, un avocat. Tout ça, je n'ai rien fait, ai-je répondu. J'ai simplement protégé notre fille de la façon dont tu n'as pas voulu la protéger. Le silence qui est tombé était de ceux où on entend son propre cœur battre. Il s'est levé du canapé vite. Il a couru dans la chambre, cherchant quelque chose, jurant à voix basse, d'une façon que je n'avais jamais entendu venir de lui. Il est revenu avec l'ordinateur ouvert, tapant comme quelqu'un qui a besoin de confirmer qu'il s'est réveillé d'un cauchemar et qu'il est encore en vie. Parce qu'à cet instant précis, je savais, il voyait les emails de l'avocate, ceux qui depuis 2 semaines parlaient de documentation envoyée au juge, d'anticipation de procédure, de comment la date de son nouvel avocat était devenue obsolète parce que la procédure était déjà blindée. Ma mère a rappelé, elle allait venir ici à la maison pour comprendre ce qui se passait. Fabrice lui a demandé de ne pas venir, qu'il y avait un malentendu, qu'il allait régler ça. Mais pendant qu'il parlait, l'interphone a sonné. Ce n'était pas ma mère, c'était un monsieur avec une serviette grise, un badge autour du cou, celui que vous connaissez à travers les histoires des autres, jamais les vôtres. Huissier de justice, venu remettre des documents en main propre. Il y avait des signatures nécessaires, un protocole. Il devait parler à monsieur Fabrice. Il a couru vers la porte, comme quelqu'un qui voit la voiture arriver sur la route et ne parvient pas à s'écarter assez vite. Je suis restée dans la cuisine avec Laïla, cette petite fille qui 3 mois auparavant se réveillait en criant à cause d'une nuit que personne n'aurait dû lui laisser vivre. Et pendant qu'il ouvrait la porte, pendant que le papier était mis entre ses mains, pendant que son visage cédait complètement d'une façon que personne ne pourrait plus reconstruire avec des mensonges, je versais simplement plus de jus pour ma fille.